Un autre point de repère pour comprendre ce qui s'est passé, cet autre point de repère, c'est la tragédie du sida. La tragédie du sida, cette pandémie qui se développe dans les années 80 va avoir des effets corrosifs et des effets en même temps mobilisateurs tout à fait inouïs dans le monde de la pensée, dans le monde de la société. Avec le sida, l'homosexualité va devenir militante et va vouloir transformer les structures de la société. Jusqu'ici, moi, j'avais connu les mouvements d'affirmation homosexuelle après 68, notamment avec le phare, d'action révolutionnaire homosexuelle, etc. Mais il ne s'agissait absolument pas à ce moment-là de réclamer le mariage homosexuel. Au contraire, le mariage était considéré comme quelque chose de bourgeois et justement le propre du combat homosexuel, c'était de mettre à bas cette société bourgeoise et de démolir ces institutions de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-on passé, je dirais, du phare au LGBT? Il y a eu le sida. Qu'est-ce qui se passe avec le sida? C'est une étrange maladie. C'est une étrange maladie qui se répand en priorité chez les homosexuels. C'est une maladie à caractère très symbolique puisqu'elle atteint les sources de la vie. Elle atteint les sources mêmes de la vie. Et elle va générer une révolte qu'on n'a jamais vue. C'est la première fois dans l'histoire que l'on voit des manifestations de rue contre une maladie. Et pourtant, il y a des maladies qui sont beaucoup plus répandues que le sida. Je pense par exemple à le cancer du sein chez les femmes, mais on n'a jamais vu une émeute féminine dans la rue protestant contre le cancer du sein. Par contre, on verra des manifestations contre le sida. Et pourquoi ça? Eh bien, précisément à cause de ce caractère symbolique de cette maladie qui provoque ce que j'appellerais une révolte métaphysique. Le monde homosexuel va exiger de rentrer dans la normalité, va exiger d'acquérir une sorte de légitimité morale, et cette légitimité morale devra être inscrite dans le droit. D'où désormais la revendication du mariage qui met l'homosexualité et l'hétérosexualité à égalité. Et dès lors, au nom de ce principe d'égalité, précisément, eh bien, on réclame une véritable révolution sociale. On demande le mariage pour les homosexuels. Mais qu'est-ce que ça signifie, le mariage pour les homosexuels? Pour une union qui par définition est inféconde, précisément, on voudra aller au-delà, et parce que demander le mariage sans ses conséquences, pardonnez-moi, mais c'est une sucette en chocolat pour satisfaire comme ça l'oriole. On voudra aller jusqu'au bout des conséquences, non seulement le mariage, mais la procréation. La procréation, évidemment, par des moyens artificiels, donc d'où la PMA et la régulation de la PMA et de la GPA. Voilà, si vous voulez, un petit peu comment je définirais le processus qui nous a amené à ces revendications, à ce qu'on a appelé ces réformes sociétales que la gauche va intégrer de plus en plus. Au début, elle était très réticente. Ça n'est que progressivement que la gauche classique a intégré ces réformes. Je rappelle que le monde communiste était très hostile, même à l'homosexualité. Et au début des premières Gay Pride à Paris, la CGT avait vivement protesté lorsque des homosexuels étaient venus ex-qualité participer aux manifestations du 1er mai. Disant, la CGT a dit ça ne fait pas partie des traditions ouvrières. Et même quand, au moment quand il y a eu la discussion sur le Pax, Mme Guigou, qui était le garde des Sceaux, avait bien dit qu'il était hors de question de passer à l'étape du mariage. Il s'agissait
en quelque sorte, le pacte était un moyen juridique pour arranger certaines situations, etc. Mais il n'était pas pensable, disait Madame Guigou, de passer à l'étape symbolique du mariage. Depuis lors, la transgression s'est opérée, et voilà où nous en sommes. Ça me donne l'occasion de donner quelques précisions à propos de la théorie du genre, qui donne lieu à une controverse, par exemple, du côté de Mme Vallaud-Belkacem, etc. Mais jure ses grands dieux qu'il n'y a pas de théorie du genre. Il y a des études de genre, mais il n'y a pas à proprement parler une théorie du genre. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai, enfin, il y a des études de genre, ça c'est vrai. Ces études de genre se sont développées aux États-Unis, notamment, mais parfois en prenant des chemins curieux. Certains d'entre vous écoutent les chroniques de Radio Notre-Dame, et j'en ai fait une un matin sur Philippe Ariès et Michel Foucault. Ces deux noms a priori très opposés, enfin, qui énoncent des pensées, des convictions très opposées, mais on peut dire que l'union, pardonnez-moi, paradoxale entre Ariès et Foucault est un peu à l'origine des études de genre. Pourquoi? Vous savez que Ariès est un des historiens qui a un peu renouvelé le champ des disciplines historiques en insistant énormément sur les mentalités et les mœurs. Et les premiers ouvrages de Philippe Ariès étaient précisément sur la démographie. Ariès donnait une importance considérable aux facteurs démographiques pour expliquer une société donnée. Et ensuite, il a fait ses grandes études sur la famille, et puis après la mort en Occident, etc. Mais derrière tout cela, il y avait une autre façon d'interroger l'histoire qui avait prodigieusement intéressé Michel Foucault. Petite anecdote secondaire, mais qui peut expliquer bien des choses. Michel Foucault, un des premiers livres de Michel Foucault, qui est un beau livre, qui s'appelle Histoire de la folie, n'avait pas trouvé de preneur. Foucault, au début de sa carrière, n'avait pas le lustre, la renommée qu'il a eu par la suite, et son livre, L'histoire de la folie, ne trouvait pas d'éditeur. Il l'avait donné à Plon, qu'il l'avait laissé dans un tiroir, et puis un jour il est venu réclamer pour son livre. Du coup on l'a ressorti du tiroir et on l'a donné à Ariès, qui dirigeait une collection historique chez Plon. Et Ariès a mis le nez dans ce livre, et ça l'a passionné, il a dit moi je suis preneur, j'ai dit. C'est Philippe Ariès, auteur tout à fait réactionnaire, qui a édité Foucault. Et du coup, Foucault s'est encore plus intéressé à Ariès, et il a trouvé chez lui ce qu'il appelle une typologie historique, c'est-à-dire qui le débarrassait de l'historiographie marxiste, en fait, fondée uniquement sur l'économie, sur les rapports de classe, etc. Là, il trouvait quelque chose du côté des mentalités et des mœurs qui lui paraissait anthropologiquement plus intéressant, plus pertinent. Donc, Michel Foucault a trouvé son bien chez Ariès, et en fait, il a diffusé un petit peu ça ensuite aux États-Unis. C'est ça qui a donné les études de genre. C'est Ariès qui avait donné toute la thématique à la fois des naissances, de la démographie, la contraception, du mariage, des mœurs anciennes, des traditions, etc. Et c'est à partir de là que les études de genre se sont développées. Et c'est vrai que, du certain point de vue, c'est extrêmement intéressant, bien que je ne sois pas persuadé que toutes ces études de genre soient immortelles, et je ne suis pas persuadé qu'il y a 4/5 de la production à mettre à la corbeille. Enfin, peu importe, en tout cas, le sujet en soi n'est pas inintéressant, et il donne une intelligence, effectivement, de l'humanité, du point de vue de l'anthropologie sociale. Mais
La question, c'est qu'un certain nombre d'instances militantes ont profité de l'aubaine, en quelque sorte, pour y placer leur théorie. Vous parlez de Judith Butler tout à l'heure, mais c'est aussi le cas d'un certain nombre d'intellectuels en France, très peu nombreux, mais qui vont jouer un rôle considérable. Je pense à, donc, peut-être vous diront quelque chose, on voit une trinité, là, il y a Didier Ribon, il y a F. Fassa, le sociologue de Nanterre, et il y a, comment il s'appelle, Borio. Voilà, trois noms très importants, qui étaient complètement méconnus il y a 20 ans, mais moi j'ai repéré très vite, parce que moi j'ai repéré au début des années 2000, parce que je me suis dit c'est là que se fabrique en fait la militance future et les thèmes militants qui vont se développer de plus en plus. Et en fait, j'avais repéré qu'on avait là des gens qui parfois venaient du militantisme révolutionnaire, notamment Trotsky, et qui avaient trouvé les ingrédients d'une révolution qui pourrait réussir. Alors que la révolution de type marxiste classique avait échoué, là peut-être qu'on allait, par la révolution des mœurs, on allait pouvoir vraiment révolutionner, faire éclater la société. Et cet éclatement de la société, elle allait se produire par un changement de regard, je dirais, sur les hommes, sur les gens que nous rencontrons, etc. C'est-à-dire que les gens que nous rencontrons dans la rue, partout, au travail et autres, ne sont plus des hommes et des femmes, classiquement des hommes et des femmes, mais sont définis par leur genre de pratique sexuelle. Il n'y a plus des hommes et des femmes, mais il y a ce qu'on appelle des homos, des hétéros, des bisexuels, des transsexuels. Et c'est cela, ce sont les catégories qui désormais définissent la vie humaine et la vie sociale, et c'est à partir de ces catégories-là qu'il s'agit de reconstruire une société que l'on aura fait sauter, au préalable. La droite politique, qui n'était pas du tout armée sur ce terrain-là, et qui souvent encore aujourd'hui est à la remarque de la gauche. Moi, je suis très très frappé en parlant avec des hommes politiques de droite, que souvent ils sont complètement dans les cadres de l'adversaire. Et ils ont énormément de mal à s'en sortir. Ils sont même morts. Pardon. Et pour une raison, et une des raisons de cela, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la collusion libérale-libertaire. Et la droite classique libérale n'a pas les armes intellectuelles pour combattre cela. Bien au contraire, elle est souvent dans une position, je dirais, honteuse, parce que acquis secrètement à l'adversaire. Sauf à de rares exceptions qui se sont manifestées bruyamment au cours du mois dernier, autour de la loi Taubira. Je pense à l'escouade de députés très très courageux qui a mené le combat à l'Assemblée nationale, mais il faut bien voir que cette escouade était vraiment très minoritaire. Et tout simplement parce que, là encore, il n'y a pas à droite des armes de résistance intellectuelle nécessaires. Et à vrai dire, il y a dans le domaine fondamental anthropologique, il n'y a rien. Et moi, je l'expliquais par une raison essentielle, c'est, la mort d'un certain courant de pensée démocrate chrétienne, c'est-à-dire qui elle-même a fait faillite dans la mesure où ce courant a été dans l'incapacité de reléguer la tradition chrétienne, parce qu'il y a évidemment toute une pensée très très riche dans la tradition chrétienne, mais le courant qui normalement aurait dû s'inscrire dans cette lignée a fait faillite, et du coup il n'y a plus de courant profond innervant la droite et capable de lui donner une pensée originale. Un contre-courant de la pensée libertaire qui se développait. Il y a
un certain nombre de pionniers qui auraient pu donner des armes. J'ai cité René Girard, que je connais très bien depuis très très longtemps et qui avait percé toutes ces questions-là depuis longtemps, d'autant plus que Girard, paradoxalement, est un des premiers universitaires aux États-Unis, qui est installé aux États-Unis, à avoir fait venir ces gens-là, Derrida et compagnie. C'est lui qui les a fait venir le premier, parce qu'il avait repéré qu'il y avait des choses intéressantes, mais évidemment, tout de suite, il s'est trouvé en opposition avec eux. Mais Girard pouvait fournir des armes pour etc. Mais la droite n'est pas du tout intéressée. Il y a des gens qui ont été un peu à l'avant-garde. Je pense à quelqu'un comme Tony Natrella, qui est un prêtre, théologien, psychanalyste par ailleurs, qui depuis, je ne sais pas, une vingtaine d'années, met en garde là-dessus. Il n'a pas du tout été écouté. Non, il a même été tenu en suspicion. Il y a des sociologues extrêmement intéressants aussi. Enfin, je pense singulièrement à un qui a vu clair, qui a écrit le meilleur livre sur mai 68. C'est Jean-Pierre Le Goff. Je vous conseille beaucoup, si vous tombez sur les livres de Jean-Pierre Le Goff, ça vaut la peine parce que c'est un des meilleurs sociologues, analystes de la société d'aujourd'hui. Et vous trouvez chez Le Goff vraiment une analyse de fond des phénomènes actuels. Mais là encore, Le Goff est très très marginalisé. Encore, il s'est passé en France depuis, depuis l'automne, Thibault et témoin, on a été réunis un certain nombre. L'automne 2012, pardon, à l'été mais ça remonte, 2012. Ça remonte un an avant. Hein, et on se demande, oui, mais on s'interrogeait à ce moment en disant, on voulait faire le maximum, etc. On s'interrogeait sur les forces qu'on allait pouvoir déplacer. Enfin, si je sais pas, si on est 20 000 dans la rue, ce sera formidable. On en était là à ce moment-là. Et on était loin de prévoir cet extraordinaire mouvement de foule qui allait se produire et qui stupéfie l'Europe, voire le monde. Le monde, exactement. Mais c'est parce que la France, c'est pas n'importe quel pays. Exactement. Voilà. Grand cocorico, mais la France, c'est pas n'importe quel pays. Et il y a des ressources, en France. Il y a une tradition profonde en France qui fait que ça ne pouvait pas se passer comme en Belgique, voire ça ne pouvait pas se passer comme en Espagne, il devait se passer autre chose. Ça s'explique, voilà, il y a divers facteurs, mais en particulier, il y a quand même le facteur de la tradition catholique en France. Exactement. Quand je suis bien obligé de constater que le gros des troupes de ces manifs, ils viennent des paroisses catholiques. Moi, je connais bien les paroisses parisiennes, un certain nombre d'entre elles. J'ai bien connu un personnage qui s'appelait Jean-Marie Lustiger, et je sais comment il a agi pendant tout son épiscopat pendant 25 ans pour, redresser complètement l'Église à Paris, pour former un jeune clergé, etc. Et on le voit à l'œuvre aujourd'hui. Pour tout vous dire, par exemple, avec mon fils, là, j'ai visité une paroisse où j'avais habité autrefois, Sainte-Marie des Batignolles, pour ne pas la nommer, qui a pour curé quelqu'un dont le nom n'est pas banal, qui s'appelle Olivier Teilhard de Charles, le petit-neveu du célèbre père Teilhard de Charles. J'étais émerveillé par la vitalité de cette paroisse. Pour vous donner un seul marqueur, comme l'a dit Chaudy, statistique, l'an dernier, il a préparé 150 mariages. Ça veut dire 150 mariages sérieux, si je veux dire, avec des gens qui en veulent et qui ont fait une préparation intellectuelle, catéchétique, spirituelle. Bon, et il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de jeunes dans sa paroisse qui sont en caritatif, qui font le... Donc, vous vous apercevez là qu'il y a un tissu social qui est en train de se reconstruire et que personne ne voit. D'ailleurs, les médias ne voient jamais rien. Les choses les plus importantes, ils les détectent 10 ans après. Je m'en suis souvent aperçu. Les choses profondes sont d'abord souterraines, et puis au bout de 10-15 ans, on s'aperçoit que ça existe.